est surtout très utile de comprendre quoi faire à différents stades, parce qu'il y en a beaucoup qui sont coincés au stade 1 et 2, puis qui sont comme, ils s'épuisent toute leur vie. Puis malheureusement, ce que je trouve triste, c'est que tu peux faire passer toute une partie de ta vie au stade 2, puis finir ta carrière de même sans rien entre les mains. Alors que toute ta vie, ça a bien été, mais t'as rien bâti. Puis c'est ça qui est dommage, en fait. Bienvenue au podcast Game Changer par Expertise 360. Et nous sommes en direct. Salut Steph! Oh yeah! On va réussir par l'avoir. Ouais. Petit derrière behind the scenes, la semaine passée, on était supposé d'enregistrer, puis là, connexion Internet, c'était difficile. Mais là, maintenant, ça semble bien, fait que bien content de te On parler. avait un Internet de 1991 la semaine passée. C'est ça. Il y avait comme un bruit de fond, ça faisait... Puis là, seulement les 35 ans et plus ont la référence en ce moment. Parce que les autres, ils comprennent pas du tout de quoi je parle. Il y avait un pop-up ICQ dans le coin de l'écran. Yes! Bienvenue à tout le monde pour un nouvel épisode du podcast Game Changer par Expertise 360. Aujourd'hui avec Steph Aubé, mon partner dans le mentorship, dans le hybrid coaching. Toujours content de parler du volet business de coaching. Avant qu'on aille dans le vif du sujet d'aujourd'hui, je veux juste vous inviter à aller vous abonner, peu importe la chaîne ou le média que vous utilisez pour nous écouter aujourd'hui, que ce soit YouTube, Spotify. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, ça nous aide toujours. Et ensuite de ça, puis pour s'assurer que vous ayez tous les nouveaux épisodes, on lance des nouveaux épisodes à toutes les semaines. Et aussi, n'hésitez pas à les commenter donc en dessous de chacun des vidéos pour donner votre opinion sur des fois des propos qu'on peut tenir dans les épisodes ou sinon suggérer des sujets. On est toujours intéressé à savoir de quoi vous voulez nous entendre parler et tout ça. Donc aujourd'hui, Steph, on voulait parler ensemble des différents stades du coach une fois qu'il y a le fameux papier qui te certifie que tu es un entraîneur certifié. Puis là, on ne parlera pas du papier que tu as obtenu. Ça peut être un bac en kin, ça peut être une formation privée, ça peut être une formation de coach sportif si vous êtes en France. Peu importe. Tu as ton papier, tu peux coacher. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, Steph, tu peux juste faire un gros portrait, justement. On a identifié 4 stades, puis ensuite de ça, on va plonger dans chacun des stades avec un petit peu les caractéristiques de chacun, puis aussi comment passer au stade suivant et tout ça. Oui, ben écoute, tu sais, ce sujet-là qui est intéressant parce que la plupart des coachs sont souvent pris dans le stade 1 et 2 qu'on va regarder, évidemment. Mais il y a 4 grandes étapes. Puis ces étapes-là sont bonnes pour tous les types de business en passant. S'il y a du monde qui sont dans d'autres business que le coaching, qui viennent d'atterrir sur le podcast, honnêtement, écoutez l'épisode parce que ça va servir pour tous les types de business. Puis souvent, on a tendance en tant que coach à penser qu'on a une business qui est ultra unique, qui est comme, il n'y a rien de pareil comme ça. Puis c'est vrai que c'est un peu spécial le coaching. C'est un peu différent, mais il reste quand même que les grandes règles de l'entrepreneuriat sont les mêmes, tu sais. Les 4 stades qu'on va regarder aujourd'hui, il y a le premier stade, en fait, qui est le stade du technicien, autrement dit. Moi, j'appelle ça être employé de son horaire. C'est là où, finalement, soit, par exemple, tu as eu le papier puis tu as décidé de te lancer à ton compte, ou soit tu travaillais pour un gym ou pour un autre coach, puis tu t'es dit, hey, moi, dans le fond, là, je vois comment ça marche, je vais travailler pour moi-même à la place, ce qui est une super belle décision. Mais on va regarder ce stade-là en détail. Il représente quoi exactement? On va regarder aussi le stade 2 qui est le travailleur autonome, mais qui est plafonné. OK? On a beaucoup de monde dans le hybrid coaching qui sont là-dedans aussi, puis c'est là beaucoup qu'on intervient, on pourra en parler. Puis on a finalement le stade 3 qu'on va appeler l'architecte, qui est là où justement on veut que les gens se positionnent, puis de passer de la vision micro à la vision macro, se reculer un petit peu, puis devenir plus un acteur de son entreprise plus qu'un employé, tu sais. Finalement, le stade 4, qui est le propriétaire d'actifs, qui est vraiment celui qui a une business qui roule sans sa présence. C'est
pas tout le monde qui est obligé de se rendre à ce stade-là, mais ceci dit, c'est quand même 4 grandes étapes qui sont documentées par à peu près tous les grands entrepreneurs de ce monde. Donc, c'est de ça qu'on va parler parce que c'est intéressant pour les coachs et surtout très utile de comprendre quoi faire à différents stades parce qu'il y en a beaucoup qui sont coincés au stade 1 et 2 puis qui sont comme, ils s'épuisent toute leur vie. Puis malheureusement, ce que je trouve triste, c'est que tu peux faire passer toute une partie de ta vie au stade 2 puis finir ta carrière de même sans rien entre les mains. Alors que toute ta vie, ça a bien été, mais tu n'as rien bâti. Puis c'est ça qui est dommage, en fait. Ben, là où j'apporte un petit bémol peut-être à ce que tu viens de dire, c'est qu'il y en a qui veulent simplement ça, puis c'est bien correct. Absolument, absolument. Donc là, comprenez-nous bien, l'objectif, c'est pas de dire que si vous êtes dans le stade 2, travailleur autonome, vous avez raté votre carrière, puis tout ça, zéro, puis une barre. OK? T'as rien fait! Ouais, c'est ça. Mais tu sais, si votre objectif, c'est de simplement être travailleur autonome, puis de gérer vos affaires, puis c'est bien correct, puis c'est parfait. Nous, l'objectif un peu de cet épisode-là, c'est de montrer les différents stades et comment de passer d'un à l'autre pour ceux que ça intéresse. Puis tu sais, dans le stade 1, souvent, quand tu reçois ton diplôme, ben là, d'un, tu as la passion dans le plafond. Là. Tu veux en apprendre encore plus sur l'entraînement ou le domaine de ta activité. Mais si on reste dans le coaching, ben, tu vas aller suivre des formations, tu vas être dans des séminaires, tu t'en veux plus parce que tu as l'impression, à raison, mais on va en parler plus tard, que plus tu acquiers de connaissances, plus tu as de diplômes sur ton mur en arrière, puis le monde va tellement venir te voir, puis ils vont tellement payer cher pour toi. T'sais. Il y a une petite nuance à ça qu'on va parler après, mais c'est ça. Donc là, le stade du technicien, si je comprends bien, Steph, c'est vraiment, là, tu focuses sur l'entraînement, puis c'est d'accumuler le maximum de connaissances en entraînement ou en nutrition pour avoir le maximum d'offrir le maximum de contenu technique, dans le fond, à tes clients. Oui. Ben en fait, le technicien, c'est ça, en fait. C'est qu'il y a des. Comme dans n'importe quel domaine, tu as des croûtes à manger, comme on dit, là, tu sais. Dans le sens qu'il faut que tu apprennes, faut que tu sois littéralement sur le plancher des vaches, qu'il faut que tu pratiques ce que tu as appris. Puis c'est super important. Puis c'est un stade qui est formateur en même temps parce que inévitablement, tu vas te planter. Tu commences ou c'est nouveau ou ça se peut que tu sois quelqu'un aussi qui a beaucoup d'expérience dans le domaine, mais qui décide de se lancer à son compte. Mais il va arriver les mêmes bullshit parce que tu vas être à ton compte, puis tu vas probablement faire des erreurs que tu faisais pas, que tu voyais pas dans la business lorsque tu travaillais pour quelqu'un. Donc, tu vas te rendre compte que finalement, la réalité de travailler pour soi est quand même pas plus facile, elle est juste différente, tu sais. Donc, en effet, tu as des classes, t'as des classes à faire, tu as à apprendre, mais le X, c'est que tu n'as pas juste à apprendre sur la technicité ou la technique de ce qu'il faut que tu fasses, dans le sens où tu as aussi à apprendre à comment ça fonctionne, toute cette mécanique-là. Parce qu'en ce moment, au stade 1, tu es probablement quelqu'un où tes revenus dépendent des heures que tu donnes. C'est souvent le cas de la plupart des gens. Donc, tu n'as aucun leverage en tant que tel. Donc, si tu ne coaches pas, tu ne fais pas d'argent. Donc, en partant, tu as cette partie-là qui est difficile au départ. Puis, tu as l'erreur, on pourrait dire l'erreur fondatrice, qui est « Ouais, mais je suis un bon coach, je connais bien ce que je fais. » Ça ne veut pas dire que tu sais plus bâtir une business. Donc, on a ce qu'on a entendu souvent. « Ah, mais moi, mais tu sais, je suis bon coach, je sais ce que je fais, j'ai des bonnes connaissances, je suis bon avec mes clients. » Ouais, mais so what? Tu connais pas plus la partie business. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Puis, il y a un livre intéressant qui est de Michael Gerber, s'il y en a qui veulent lire ça. Ça s'appelle The He-Myth Revisited. On s'entend, c'est vieux, là, ça date de 1986, ce livre-là. Mais il sépare vraiment bien ces rôles-là. Puis, c'est vraiment, là, il appelle ça, cet endroit-là, de Fatal Assumption. C'est-à-dire de croire que parce que tu maîtrises le métier, tu comprends la business du métier. Ce qui est complètement deux choses, tu sais. Fait que, donc, cet endroit-là, dans le fond, c'est le technicien qui part à son compte, il se crée une job, mais qui a juste une job, pas de boss, autrement dit, ou t'es ton propre boss. Mais je pense que ce stade-là est inévitable aussi parce que tu apprends énormément dans ce stade-là. C'est là que tu vas comprendre tes limites, puis que tu vas comprendre que si tu te fais que ça, tu pourras pas évoluer dans un certain sens, dans le sens que tu vas rester là à travailler, à échanger tes heures pour des revenus. T'sais.
Mais je la trouve quand même essentielle, cette période-là, parce que puis c'est là où des fois j'ai un petit bug avec, tu sais, tu sors de l'école, puis là, tout de suite, tu veux te lancer dans la grosse affaire de business, de coaching en ligne, puis uniquement en ligne, puis tout ça. Il y a comme tu as dit tantôt, je crois qu'il y a plusieurs mois, voire quelques années, que tu as besoin de voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients. Puis là, tu fais tes tests-erreurs, autant au niveau programmation d'entraînement que nutritionnel, que d'approche de vente de tes services. Parce que là, tu vas voir plein de clients différents qui vont réagir de façon différente quand tu vas proposer tes prix ou qui vont réagir différemment, de façon différente face à des programmes d'entraînement. Donc, tout ce bagage-là que tu vas accumuler au fil des mois, au fil de peut-être quelques années, va te servir pour ensuite de ça passer au stade numéro 2 pour être stable, rempli au bouchon de travailleurs autonomes. Mais c'est ça, je crois que des fois, il y a cette partie-là que les jeunes coachs oublient qu'il faut comme tu fasses un peu ton temps. Il faut que tu fasses ton temps, puis il faut que tu vois du monde. Puis c'est pour ça que c'est bon si tu veux être un coach en salle, de t'en aller dans un gym qui promouvoit l'entraînement privé, puis que même des fois, qui font la portion initiale de la vente pour toi. Donc, exemple, un gym à grande surface qui propose, qui ont des représentants à l'accueil ou des choses comme ça, qui proposent l'entraînement privé. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ça, de travailler dans une grande chaîne au début de ma carrière de coach. Mais là, c'est que tu te fais donner des clients. La première vente est faite par le client. Après, toi, il faut que tu renouvelles ton client. Donc là, mais au moins, la première partie, souvent, les premiers mois de coaching sont comblés par la réception du gym ou tout ça. Fait que ça peut donner vraiment un coup de main ou d'entrer dans une structure d'un coach bien établi. Oui, exactement. De qui tu peux apprendre, puis ensuite de ça, tu peux faire tes classes, puis apprendre différents processus pour ensuite de ça, peut-être voler de tes propres ailes. Je pense que, comme on le mentionnait, c'est un stade qui c'est formateur, puis c'est là que ça met tes fondations, puis que tu apprends aussi, justement, tu apprends un peu les rouages du métier, puis tu vas voir la réalité, tu vas voir qu'est-ce que tu as appris dans les livres une fois que tu le fais sur le plancher ou que tu l'as en vrai avec un client, ça marche pas toujours comme dans le livre, tu sais. Donc, en effet, comme tu dis, il est nécessaire ce stade-là. La problématique, c'est quand ce stade-là dure 10 ans. C'est ça. Exactement. Fait que là, selon toi, ça prend quoi pour passer au stade 2, Steph? En fait, c'est justement, il faut que, tu mentionnais tantôt, tu as été dans un gym qui fait la vente pour toi. Pour passer au stade 2, il faut que tu décides de prendre le taureau par les cornes. Il faut que ça devienne toi qui contrôle, autrement dit. Donc, techniquement, à ce stade-là, c'est là où tu deviens travailleur autonome. Tu as travaillé assez longtemps pour quelqu'un, tu as échangé tes revenus pour des heures, tu as fait tes classes, tu as appris aussi que la réalité n'est pas aussi claire que dans les livres. Donc, tu sais, on va dire que tu as fait quelques années, puis tu connais maintenant le métier, tu sais un peu plus dans quoi tu es bon, qu'est-ce que tu as envie de faire, puis qu'est-ce que tu n'as pas envie de faire aussi. Et ça, c'est le moment où, généralement, tu vas te détacher de la sécurité d'un employeur. Puis là, tu vas comme dire, OK, regarde, je pars à mon compte, je fais ce que j'ai à faire. OK? Le X, c'est que travailleur autonome, il y en a beaucoup qu'au départ voient ça comme la solution ultime, dans le sens où tout va être plus facile, je vais être mon propre boss. Ceci dit, ça pourrait être pas plus faux. OK? Tu as beaucoup plus de chapeaux à porter. Tu as beaucoup plus de choses à faire, de choses à connaître, de skills à acquérir. Et ce qui va arriver dans ce deuxième stade-là, c'est que tu vas te retrouver avec un horaire à côté. Je te dirais, probablement des revenus qui sont meilleurs. Parce que tu vas garder une plus grande partie des revenus que tu fais par client. Si pendant ton stade 1, tu as eu la chance d'avoir une bonne expérience, de développer un nom aussi, de te faire une certaine réputation, ça va être plus facile, du moins au stade 2, d'aller chercher des clients par ta crédibilité. Moi, je te dirais, si je parle de mon expérience professionnelle, j'ai eu cette chance-là. Lorsque j'ai commencé dans les gyms, ça a vite levé pour moi. Puis j'ai fait plusieurs années à faire du 50-60 heures là, en salle de gym, de 6 à 10. J'ai fait des clients à n'en plus finir.
Tu le sais, j'ai eu la chance de travailler avec Chris aussi. Ça m'a énormément aidé pour les débuts de ma carrière, apprendre rapidement, me mettre littéralement sur le terrain, puis me donner de la crédibilité aussi. Donc évidemment, quand je suis passé au mode de travailleur autonome, ben, j'avais un nom, ça me permettait d'avoir de la clientèle. Ceci dit, j'ai vite réalisé pareil que, ben écoute, il y a 24 heures dans une journée. Donc, à un moment donné, ça vient tough. Donc, cette période-là, je pourrais dire que c'est une période qui ressemble énormément à du succès, mais qui a un gros piège. Parce que ça va bien en réalité. Ça va bien. Tu gères ta business, tu as des clients, les revenus sont là, mais, tu sais, comment je pourrais dire, c'est là que la plupart des gens vont rester pris, malheureusement. Puis comme tu disais en début de podcast, il y a certaines personnes que c'est juste ça qu'ils veulent. Puis c'est bien correct. On n'est pas là pour condamner qui que ce soit. Il y en a qui sont bien dans ce modèle-là. Puis tu gagnes très bien ta vie dans ce modèle-là si tu le fais bien. Le X, c'est que tu as un plafond structurel. Ça veut dire que tu n'auras pas plus que ça parce que tu es coincé par le nombre d'heures dans une journée. Donc, 8 heures de travail, 8 heures de revenus. Si tu en fais plus, peut-être un 12 heures pour ceux qui décident d'aller plus loin. Mais ton potentiel, il est linéaire. Autrement dit, ta carrière en ce moment n'est pas différente que celle d'un coiffeur ou d'un électricien. Dans le sens que ça relève quand même du temps que tu vas donner. That's it. Donc, tu n'as pas nécessairement un leverage très fort. Non, c'est ça. Puis en fait, c'est que souvent, c'est là où nous, on rentre en ligne de compte. Là, dans la majorité de nos clients dans le mentorship, c'est là où ils viennent nous voir parce que ben, ça va trop bien. Dans le sens, tu as fait tes classes dans le stade 1. Donc là, mais c'est juste qu'il y a un moment donné où, même si tu veux pas nécessairement t'en aller dans la grosse entreprise puis avoir des coachs en dessous de ta structure puis tout ça, il y a quand même un... Tu peux pas t'offrir ça pendant 25 ans de ta carrière, travailler 60 heures semaine. Puis il y a un niveau de qualité de vie, de liberté de temps aussi que tu mérites d'avoir. Tu as fait tes classes, tu as travaillé fort, tu as bâti une clientèle. Donc, même si tu veux rester, disons, dans le stade de travailleur autonome, il y a quand même, selon moi, c'est brillant de juste structurer tes choses pour que tu sois en contrôle de ton horaire puis que tu sois capable de jumeler une stabilité de revenus à travers tes clients, mais aussi d'avoir une liberté de temps pour toi puis pour tes activités personnelles, ton entraînement, puis pouvoir profiter de la vie un petit peu. Donc ça, c'est quand même très important d'amener une structure à ce niveau-là. Puis c'est là, comme je mentionnais tantôt, que les coachs viennent nous voir pour dire là, ils sont overwhelmed, ils sont dépassés par les événements. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces coachs-là? Ben, c'est de leur amener justement une structure plus du milieu d'entreprise pour peaufiner des processus, automatiser certaines tâches. Parce que souvent, ça a été bâti au fil des mois, au fil des années. Puis on rajoute une couche, on rajoute une couche, on rajoute une couche. Puis là, il y a un certain point où ça devient trop. Puis avant de tomber en épuisement parce que tu n'es juste plus capable de subvenir de soutenir tout ça, ben il y a peut-être un petit call-brass qu'on appelle là, de comme placer tes choses pour que ça soit bien droit pour pouvoir plus avancer. T'sais. Peut-être que ça va vouloir dire qu'il faut que tu laisses partir certains clients. Peut-être que non. Peut-être que tu as juste un nombre de clients satisfaisant, mais c'est dans ton administration qu'on peut optimiser ça. Est-ce qu'il faut monter tes prix, des choses comme ça, tu sais. Fait que c'est correct d'être dans le stade 2, mais si ton objectif de carrière, à mon avis, c'est de rester dans le stade 2, il faut que tu retrouves ton compte au niveau de la liberté de temps, parce que sinon, c'est juste le mur, à un moment donné, qui va te frapper. Oui. Fait que si les gens qui sont dans le stade 2, Steph, puis qui veulent maintenant passer au stade 3, donc il y en a probablement beaucoup qui nous écoutent en ce moment qui sont justement dans soit dans le travailleur autonome, puis ils ont besoin de structure. Parfait, mais là, ils veulent passer à l'étape suivante. Donc, c'est quoi, selon toi, que ça prend pour passer à l'étape suivante? En fait, l'étape suivante, c'est
c'est le déclic que ça prend. Parce que on a beau parler de système, de structure, mais à la base, l'entrepreneuriat, c'est un mindset. Donc, il y a un changement de mindset que ça te prend. Puis il faut que tu arrêtes de penser, faut que tu arrêtes d'acheter de la croissance avec des heures, autrement dit. Donc, c'est ce mindset-là qui est dur à faire parce que la plupart du monde sont tellement habitués de dire ben je vais mettre du temps, donc je vais pouvoir avoir plus. Je vais travailler plus, je vais faire ça de plus, je vais faire ça de plus pour mes clients, ils vont être plus satisfaits. Mais c'est tout le temps un thinking en mode je vais mettre du temps pour réaliser ça. Et là, faut casser ça dans le stade 3 pour te tomber dans un mindset où qu'est-ce que je peux faire pour pas avoir à donner plus de temps, mais augmenter la qualité, automatiser, faire plus de livrables, avoir un meilleur système d'acquisition et surtout, c'est où qu'il faut que j'investisse pour ça. Fait que là, ça, c'est l'autre mindset. Parce que quand tu es travailleur autonome ou que tu es employé, on est encore plus loin que ça, de ça, mais tu penses pas à investir. Ce que tu veux, c'est de l'argent vers toi, tu sais. Puis tu dis, plus je vais mettre de temps, plus je vais avoir de l'argent. Thinking qui a sa raison lorsque tu es au début. Sauf que là, à un moment donné, quand tu veux passer à ce stade-là, où tu veux décupler tes revenus, on en revient au fait qu'il y a encore 24 heures dans une journée, puis que, comme tu mentionnais tantôt, ça se peut qu'à un moment donné, tu aies envie d'avoir du temps. Ça se peut qu'à un moment donné, tu aies envie juste comme d'être capable d'avoir une vie, tout simplement. T'sais. Fait que c'est là que ton mindset doit se transformer dans l'argent que je fais, maintenant, je dois en prendre une partie pour l'investir, puis bâtir des systèmes, bâtir autre chose qui va me permettre de reculer. Okay? Donc, c'est la partie où c'est là qu'on va penser à, bon, ta business, ça fonctionne comment? C'est quoi tes livrables actuels? Comment tu fonctionnes pour livrer tes programmes? Cool. Sais-tu quoi? Tu passes 8 heures par semaine à faire des programmes. On va te faire sauver ce 8 heures-là. On va le réduire à 30 minutes. Là, le monde sont comme, what the fuck? Genre, yes, c'est possible. Après ça, c'est la partie où, OK, cool. Là, tu as tant de clients par mois qui rentrent, OK? Puis, tu peux pas en prendre plus. C'est une problématique. Si tu veux faire de la croissance puis tu peux pas prendre plus de clients, on a un problème. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir plus de clients? Donc, on vient de parler, faire moins de temps de programme. Après ça, tes suivis, tes check-in, comment tu les fais? Ah, ben là, je prends des appels à chaque semaine, puis là, ben, quand ils sont prêts pour leur check-in, je les fais. Oh, ça. Non, on va structurer ça. Là, on va structurer ça. Les check-in rentrent telle journée, tu vas faire tes remises de check-in telle journée, tu vas les faire de tel mode, on va commencer à travailler comment tu veux que ça soit remis, mais faut sauver du temps. Faut sauver du temps sans sauver la qualité. Puis ça se fait justement en créant des systèmes qui vont être répétables, puis qui vont t'amener de l'information que tu as besoin. Après ça, c'est ton mode d'acquisition aussi. Comment tu obtiens tes clients? Ah, ben, beaucoup de bouche à oreille, puis les gens sont plus au stade 2, les gens sont plus dans l'attente. Ils reçoivent des clients, mais c'est plus comment je peux dire, souvent c'est passif comme manière de faire. Ils vont faire des posts sur Instagram, tout le kit, mais ça reste quand même que on attend que les clients viennent à nous. Dans le stade 3, là, on va penser à faire de la pub. On va aller pousser notre système d'acquisition. On va commencer, OK, qu'est-ce qu'on va faire pour s'assurer, pas juste qu'on fasse un bon post puis que celui-là, il a pogné. On va s'assurer que nos posts sont vus puis qu'il y a du monde qui répond à ça. On va aller cibler notre clientèle exactement pour travailler avec qui qu'on veut. Puis vu qu'on travaille avec qui qu'on veut puis qu'on a vraiment ce persona-là, c'est-à-dire ce type de client-là, ben, on va être capable de bâtir un système dans notre business qui répond à cette personne-là. Puis là, ben, on va commencer à faire ça à la chaîne. Le point que je veux ajouter, c'est que ce point-là est super inconfortable pour bien des coachs parce qu'ils se disent « Ouais, mais j'ai l'impression d'être moins personnalisé envers mes clients. » Puis c'est complètement faux. C'est juste la perception de la manière que tu le vois. Parce que la plupart des coachs voient la personnalisation dans le fait de lire 45 fois le dossier de son client avant de faire un check-in, puis faire 45 ébauches de programme pour lui remettre son programme. C'est pas ça de la personnalisation. La personnalisation, c'est d'avoir les informations importantes puis d'enlever tout le chaos que le client te livre qui n'est pas important pour son objectif. Parce que, à un moment donné, il faut que tu sois capable d'être streamline puis juste de dire, OK, c'est quoi les informations qui sont réellement importantes dans sa situation? Et c'est ça que tu veux calibrer. Et quand tu réussis à avoir une clientèle qui correspond vraiment à ce que tu veux et non 45 types de clients différents,
ben là, si tu commences à trouver que ta business est pas mal plus simple parce que tu te retrouves avec des situations similaires, des types de programmes similaires, bref, un client's journey qui est répétable. Et c'est ça que tu vas pouvoir scaler parce que tous tes systèmes sont faits pour s'emboîter un dans l'autre. Tu as des clients qui rentrent là-dedans qui sont super satisfaits parce que ça correspond à ce qu'eux recherchent. Donc, si je pouvais résumer ça, c'est un peu le mode d'architecte où tu vas refaire un peu les rouages de ton entreprise pour correspondre à un type de personne. Et c'est là que tu vas te mettre à investir pour aller chercher cette personne-là, puis lui donner le journey idéal pour ce client-là. Puis tu sais, un exercice que je pourrais donner aux gens qui nous écoutent en ce moment, qui sont dans le stade 2 puis qui veulent aller au stade 3 éventuellement, je vous inviterais à, après l'épisode, d'ouvrir votre Google Agenda ou ouvrir, peu importe la plateforme que vous utilisez pour gérer votre calendrier, puis écrivez sur une feuille le nombre d'heures que vous avez passé à voir concrètement des clients, le nombre d'heures que vous avez passé à concevoir des programmes, le nombre d'heures que vous avez passé pour vos réseaux sociaux, le nombre d'heures pour juste regarder pour la semaine passée, la semaine précédente, puis pour avoir un 3 semaines, là, puis regardez la moyenne du temps que vous passez concrètement, puis soyez honnête, là, honnêtement, c'est comme quand on demande à un client de faire un journal alimentaire, là, je veux dire, on veut qu'il soit le plus honnête possible. Donc, même si des fois, il y en a qui trichent un petit peu, mais en tout cas, soyez le plus honnête possible. C'est envers vous-même, là, au final, vous devez pas ça à personne. Mais pour juste avoir une image claire et un portrait clair de crime, j'ai mis 30 minutes dans les 3 dernières semaines sur mes médias sociaux. Pourquoi ça lève pas? Peut-être que tu as peut-être une piste de solution. Puis comme tu as dit tantôt, j'ai passé 8 heures la semaine passée à juste faire des programmes d'entraînement. Tout mon dimanche après-midi, j'ai fait des programmes d'entraînement. Je me suis couché à 11h le soir parce que je revenais du gym à 9h le soir pour faire mes programmes pour le lendemain. Donc, t'es juste à éteindre des feux là, en ce moment. C'est carrément ça, t'as un bon terme. T'éteins des feux constamment puis t'es sous contrôle. Tu penses être sous contrôle. Mais là, jusqu'à temps que ça explose. Fait que là, t'es plus en contrôle. Puis ça peut exploser de plein de façons. Ça peut exploser que finalement, le matin, ça ne te tente plus de te lever puis tu es complètement épuisé. Ça peut exploser qu'il y a plein de clients qui s'en vont. Ça peut prendre n'importe quelle sorte d'aspect. Mais reste que tu n'es pas en contrôle. Tu éteins des feux. T'sais. Ouais, donc là, une fois que cet exercice-là il est fait, ben, ça te permet d'avoir une image claire puis de dire, OK, ben maintenant, toutes ces heures-là, il faudrait que ça se transfère de cette façon-là, puis que tu redistribues ton temps, puis que tu en gagnes aussi. Parce que ça, c'est vraiment la clé, parce que, tu sais, combien de coachs nous contactent pour dire, écoute, je suis rendu à 40, 45 ans, ça fait 20 ans que je coach, je suis écœuré de faire des programmes jusqu'à 11h le soir, je suis écœuré de passer mon dimanche à juste faire mes programmes pour la semaine à venir, puis à pas être sûr si ma paye, ça va être quoi chaque semaine. Mm-hmm. T'as pas de revenus prévisibles, t'as pas de... Donc, tu sais, c'est là où des fois, comme tu as dit, il faut investir dans mettre une structure, mais il faut aussi faire les devoirs de... T'en as-tu une structure en ce moment? Puis ton temps, il va où? Vraiment. Tu sais, c'est vraiment... La denrée, là, ici, c'est le temps. Là. C'est le temps. Vraiment, c'est vraiment ça, là, tu sais. Donc, ton temps, c'est ta denrée la plus précieuse, puis il est où en ce moment? Oui, puis tu sais, ton seul actif à ce stade-là, c'est ton corps et ton horaire. Puis c'est 2 actifs qui déprécient avec le temps, sans vouloir être négatif. Mais on s'entend, la moyenne des personal trainers en Amérique du Nord, c'est 39 ans. Puis la majorité d'entre eux n'ont pas de plan de retraite, pas de pension, pas de cotisation d'employeur, puis tout le kit. Fait que ce que ça fait, c'est que, ben, tu le sais, plus les années avancent, plus tu fatigues. À un moment donné, t'es pas capable de prendre le même workload. Puis, ben, c'est ce qui va faire, à un moment donné, que ben, tu te retrouves un peu dans une situation où tu es soit forcé à quitter le métier ou à faire des changements structurels, des changements dans ton mindset, puis de dire, OK, je décide de faire quoi avec ce que j'ai bâti depuis, je sais pas moi, les 10, 15, 20 dernières années, tu sais. Puis c'est là qu'on intervient beaucoup avec l'hybrid coaching, parce que c'est là, justement, qu'on va être capable de te donner des outils puis de faire en sorte que tu sortes un peu de cette trappe-là dans laquelle tu es pogné, tu sais. Mm-hmm. Vraiment, vraiment. En terminant, le stade 4, Steph, comment tu le vois à partir de là? Le stade 4,
c'est probablement le plus gros stade, puis sans vouloir être négatif, la majorité des gens ne se rendront pas là. Puis c'est pas grave parce que c'est un stade que c'est pas l'objectif de tout le monde. C'est pas tout le monde qui veut un empire, là, tu sais. Qui veut genre une super grosse business avec plein d'employés à rouler. Mais pour le décrire, c'est la business roule avec toi, mais pas grâce à ta présence physique. Tu deviens un peu le cerveau de l'entreprise. Donc, on pourrait dire que tu es vraiment un vrai entrepreneur rendu là. Tu as des gens qui travaillent pour toi. Tes méthodes sont documentées. La clientèle est à toi et pas un gym ou pas un autre coach. Tu as des revenus qui sont récurrents puis planifiables d'avance parce que tu as un système d'acquisition qui est établi, qui roule, puis tu sais toujours à peu près combien tu vas faire. Comment je pourrais dire? C'est là que je pourrais dire que ta business, non seulement elle va avoir une croissance, mais ta business va avoir une vraie valeur. OK? Parce que c'est là que tu peux te créer réellement, on va dire, un brand, une marque. Dans le sens que, je donne un exemple, Alex, tu décides de starter une business. On va prendre Expertise 360. Expertise 360, c'est toi, mais Expertise 360 en mode stade 4, c'est Expertise 360. Tu comprends-tu? Dans le sens que il pourrait avoir 15 employés en arrière, puis toi, t'es pas là, ça va continuer à rouler. Donc, ça, c'est le stade où l'entreprise devient vraiment est multifonctionnelle. Tu as différents rôles de gens qui travaillent dans ton entreprise. Et tout ce que tu fais, en fait, c'est prendre le stade 3 puis le mettre on steroid. Genre, tu le grossis, puis les tâches qui deviennent trop prenantes, c'est là que tu as des gens qui les font à ta place. Toi, tu peux te reculer. Donc, tu deviens le cerveau. Donc, ça te permet de réfléchir à OK, cool. Je fais quoi pour continuer à faire croître la business? Tu peux te concentrer uniquement sur les chiffres. Tu peux te concentrer sur les tâches que toi, tu aimes faire et que tu juges que tu es le seul capable de faire. Et tout ce qui est échangeable, tu le lègues à quelqu'un d'autre. Et pour avoir parlé à plusieurs coachs quelques coachs qui ont atteint du moins ce stade-là, c'est un stade difficile parce que la plupart des coachs pensent qu'ils sont les seuls à pouvoir faire les programmes. C'est comme, ouais, mais c'est moi. Dude, ta méthode est documentable. Là. Fait que, tu sais, t'as pas inventé quoi que ce soit. Fait que, lègue ça à quelqu'un qui va pouvoir reproduire ce que tu fais, puis au pire, t'es là en référence, tu sais. Fait que c'est la partie où tu laisses vraiment, là, tout ton dada, puis tout ton petit côté où tu penses être le seul être au monde à pouvoir faire ça. Puis tu lègues ça à tout le monde qui peuvent le faire. Puis toi, tu te retrouves finalement à vraiment racheter ton temps parce que, écoute, comprenne, n'importe quelle grosse business, je sais pas moi, les Alex Hormozy de ce monde, là, quand tu fais affaire avec Acquisition.com, tu parles pas à Alex Hormozy, tu comprends-tu? C'est pas lui qui te coach, là. Fait que, donc, c'est le même principe. Donc, dans toutes les grandes business de service, tu deviens finalement juste le visage de l'entreprise, mais l'entreprise roule sans toi. Et c'est là que tu peux, à ce stade-là, faire en sorte que ton entreprise ait une vraie valeur. Parce que si tu décides de vraiment créer un brand avec le nom d'entreprise, puis que toi, tu te retires de l'entreprise, c'est-à-dire du visage de l'entreprise, puis que tu deviens un nom, c'est-à-dire que le jour où tu décides de revendre cette entreprise-là, elle a une valeur réelle. Tandis que tant que c'est toi, l'entreprise, elle n'a aucune valeur, parce que si tu n'es plus là, la business ne vaut rien, tu sais. Donc, c'est le stade où c'est pas tout le monde qui veut se rendre là. Mais il y en a qui ont vraiment envie de se rendre là puis de créer un big brand, un gros empire puis tout le kit. Évidemment, c'est un autre game. Mais c'est les règles du stade 3, mais comme je disais, mis sur stéroïdes. On amplifie tout à un point où c'est d'autres gens qui font les choses à ta place. Vraiment. Puis là, le gros step, à mon avis, qui a une décision à prendre en tant qu'entrepreneur, pour si tu veux aller au stade 4 ou non, c'est-à-dire, est-ce que tu veux gérer de l'humain, oui ou non? OK? Ouais. Donc, je vous le dis, là, les RH, puis la gestion des employés, puis la gestion d'humains, puis tout ça, ça paraît... Tu te dis, tu sais, sur papier, c'est incroyable. Tu te dis, hey, je vais avoir une personne qui va juste faire du marketing, je vais avoir une personne qui va juste faire mon admin, je vais avoir 5 coachs qui vont suivre tous mes clients. Fait que, imagine si moi je suis capable d'avoir 50 clients, puis eux autres, ils ont chacun 50 clients. Tu sais, là, comme les revenus, ils explosent. Oui, tu vas avoir des revenus. Par contre, il y en a beaucoup qui vont sortir pour que tu puisses payer tout ce beau monde-là. Oui. Et l'autre affaire, absolument, il faut que tu t'en occupes de ces employés-là. Donc là, tu passes du micro-management à du macro-management. Donc, non seulement tu deviens pour la vision de ton entreprise,
mais tu deviens aussi dans de la gestion d'humains, dans de la gestion d'employés, dans Surtout de la la gestion gestion. d'humain. C'est essentiellement ça ta job. Tu fais de la ressource humaine pour. Puis tu sais, encore là, je l'ai fait pendant plusieurs années, puis c'est vraiment, vraiment stimulant. Tu sais. Ça a ses plus, puis ça a ses moins, comme n'importe quelle position. Mais c'est juste mon petit flag par rapport à juste voir l'aspect financier, que oui, tes revenus vont exploser. De un, ils ne restent pas tous dans tes poches, contrairement à quand tu as une business solo hyper efficace. Exact. Et de deux, tu as la grosse notion de ressources humaines. Une grosse notion de ressources humaines qui peut devenir énergivore aussi au fil du temps. Si tout va bien, tu as des bons employés, tu as une structure efficace, la majorité du temps, ça va se passer super bien. Mais il y a quand même cette notion-là. Donc, si toi, dans ton plan de carrière, c'est pas dans ton objectif de devoir gérer des employés, puis que tu veux gérer, exemple, une vision, puis te gérer toi-même, mais efficace, structuré, avoir un revenu intéressant, puis avoir une belle liberté de temps, c'est peut-être mieux de dire, hey, sais-tu quoi, moi, je suis bien dans le stade 3, puis Exactement. Je peux donner ça. mon expérience personnelle là-dessus parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé il y a quelques années. Tu sais. J'ai monté au stade 4 puis j'ai commencé à engager des gens pour travailler pour moi. Puis, à un moment donné, j'ai comme allumé que c'était pas ça pantoute que je voulais faire. Parce que, comme tu l'as mentionné, puis tu as vraiment un critique de bon point, gérer de l'humain en tant qu'employé, c'est une toute autre notion parce que tu sais, là, tu vas gérer des demandes de congés, des demandes de vacances, tu vas gérer de l'insatisfaction parce que techniquement, à un moment donné, il y a quelqu'un, crème, il sait pas que finalement qu'il devait faire ça. Fait que tu dois aller lui dire, tu dois former ton monde. Le matin, c'était des meetings à tous les matins avec tout le monde pour faire comme, hey guys, là, aujourd'hui, on fait ça. Hey, en passant, là, les retours sur les check-in, pas très forts, là, depuis 2 semaines, là, il y a du monde qui se plaignent qui n'ont pas leur check-in. Fait que là, tu sais, fait que si tu pensais avoir la paix, t'es loin de ça. C'est juste que tu gères d'autres choses. Fait que c'est un autre rôle. Puis t'as beaucoup de skills à gagner dans ce stade-là. Puis moi, ben tu vois, tu sais, expérience personnelle, comme je disais, j'ai pas aimé cet aspect-là. C'était pas ça que je voulais. Donc, je littéralement cut it down pour revenir au stade 3. Puis c'est correct parce que moi, je suis bien là, tu sais. Avec, du moins, ma business de coaching. Euh, donc, c'est une question de comment tu veux vivre ta vie rendu là. Parce que tu sais, tu vas voir, puis je vois des coachs des fois qui sont super impressionnés. Ils vont dire, hey, tel business, là, ils ont fait 2,5 millions, 3 millions, whatever, tout le kit, tu sais. C'est hot, ok. Mais il reste pas ça dans les poches du gars, là. Tu comprends-tu, tu sais? Il y a beaucoup, beaucoup de monde, puis, tu sais, la plupart, puis je fais juste parler en général, mais la plupart ne vont avoir que, je veux dire, un 10% des revenus d'entreprise au final, là, tu comprends? Tu sais? Parce qu'une fois que tu es parti, que tu as payé tout le monde, que tes investissements, tu as investi de l'argent, puis tu en laisses dans le business, ton salaire n'est pas si débile que ça. Tu fais pas 3 millions par année. Là, tu sais? Fait que, ce que je veux dire, c'est pas pour décourager le monde, c'est juste que faut pas voir les chiffres qui sortent de ces grosses entreprises-là comme je vais tout avoir ça dans mes poches, tu sais. Puis, tu sais, la réalité, c'est qu'il y a une business sur 100 qui est vendable. Fait que, tu sais, c'est pas si évident. Mais c'est un maudit beau stade pour ceux qui ont envie de se défiler, puis qui ont envie d'atteindre, d'avoir les skills, puis vraiment, comme tu dis, de gérer l'aspect humain dans l'entreprise. C'est une autre expérience, mais on va mettre ça au clair, t'es plus un coach rendu là. Non, c'est ça, exactement. Tu es vraiment rendu un entrepreneur, puis tout ça. Puis, tu sais, en conclusion, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Steph, mais tu sais, chacun des stades, à mon avis, dépend du coach, de ce que lui veut ou elle veut pour sa carrière. Fait que déjà là, tu connais les 4 stades. Toi, tu te vois où, là, dans les 4 stades? Dans les 4 stades pour ta carrière ultime. Fait que déjà, tu sais, en écoutant ça aujourd'hui, je vous invite à réfléchir. Vous voyez où dans 5 ans, dans 10 ans? T'sais, ultimement, là, comme moi, dans le meilleur des mondes, je me verrai au stade 4 ou je me verrai au stade 3, c'est quoi? C'est parfait pour moi. Puis, à chacun des stades, c'est toujours une question de mindset aussi. Parce que même le stade 4 qu'on vient de parler, il faut que tu aies le mindset de dire, OK, comme tu as dit, je me retire, je gère mon monde, je les laisse aller pour bâtir un brand, bâtir quelque chose que je vais pouvoir peut-être éventuellement vendre à quelqu'un qui va au-delà de ma petite personne, tu sais, en tout respect, c'est pas du tout péjoratif, mais tu sais,
je veux bâtir plus gros que juste une personne, c'est le mindset que tu vas avoir. T'sais, voici ce qui t'attend avec tous les rôles et les responsabilités qui viennent avec. Chacun des stades a des responsabilités que tu dois remplir. Puis, il faut que tes attentes matchent avec ça. Parce que c'est là où plusieurs se plantent. Tes attentes sont hyper élevées. Puis là, tu t'attends, exemple, qu'au stade 4, je vais avoir plein de staff, ça va être malade, ça va rouler, puis là, je vais faire plein d'argent, puis tout ça, tes attentes, puis il va m'en rester plein dans les poches, mais finalement, les responsabilités puis la réalité te rattrapent dans le détour, c'est pas trop long, tu sais. Un peu comme tu as vécu, puis là, tu as besoin, hey, c'est quoi, ça me tente pas pantoute. Tu sais, puis peut-être que le stress. Ah oui, le stress, exactement. Le stress, parce que tu as des employés, fait que tout ce qui vient avec, il faut que le cash rentre rendu là, tu comprends, tu sais, parce que tu as le stress de ça aussi, là. C'est toi qui gères ça, c'est toi qui tiens tout, là. Exact. Cool. Merci beaucoup, Steph, pour encore une fois un super épisode. J'espère que ça vous a éclairé sur les différents stades que nous, on a vus au fil des années là, dans le coaching et tout ça. Je vous invite à vraiment vous asseoir, prendre quelques minutes, puis écrire ou taper, ou peu importe ce que vous voulez utiliser, où vous situez, vous pensez que vous vous situez en ce moment. Qu'est-ce que ça vous prend pour changer? Est-ce que vous voulez aller au stade suivant? Puis si jamais vous avez des questions, puis vous ne savez pas trop comment vous prendre pour passer au stade suivant ou juste stabiliser, optimiser votre stade actuel, envoyez-nous donc un message. Ça nous fait tout le temps plaisir de vous répondre puis d'échanger avec vous, que ce soit sur les médias sociaux, que ce soit par email, peu importe, là, ça nous fait toujours plaisir de vous aider puis d'aider les coachs à optimiser leur entreprise. Puis des fois, c'est juste d'avoir un regard extérieur pour pouvoir mieux avancer par la suite. En plein, ça. Merci beaucoup, Steph, puis on remet ça une prochaine fois. Puis, dernier point, abonnez-vous à nos différentes chaînes, partagez au maximum de monde. On en met toutes les semaines, donc j'espère que vous avez apprécié, puis on se dit à un prochain épisode du podcast Game Changer par Expertise 360. Salut tout le monde!